Citoyens, mesdames, messieurs, honorable assistance, bonjour. Donc, ma conférence va s'intituler « Le nouveau modèle de croissance économique, contexte, ambition, repères et limites ». Alors, tout de suite, pour planter le décor, je tiens à mettre en exergue, si vous voulez, l'appellation ou la dénomination de nouveau modèle de croissance économique, qui, à mon sens, est déjà problématique. Parce que de mon point de vue d'universitaire, la croissance économique ne se décrète pas. A fortiori, quand elle s'inscrit dans une conjoncture de long terme sur une quinzaine d'années. Donc, moi, je vais vous donner en quelque sorte un point de vue d'un universitaire. Je suis donc universitaire, académicien, et la conférence qui va suivre, elle sera donnée par un professionnel qui sera un point de vue plus pragmatique et qui va en quelque sorte proposer des solutions à la crise. Parmi les solutions, il y a la bourse d'Alger. Donc, je vais progresser en 4 sections. Je vais d'abord présenter le contexte international et le contexte national qui ont conduit à l'élaboration de ce nouveau modèle dit de croissance économique. Ensuite, je vais présenter le modèle lui-même. Je vais ensuite donner quelques repères théoriques et historiques, avant de terminer par quelques critiques qui, à mon sens, constituent des limites donc, à ce nouveau modèle dit de croissance économique. S'agissant du contexte international, je vous invite tous à bien regarder cette planche. Alors, cette figure, du moins ce qu'elle contient, elle est responsable de la crise qui est donc en place depuis juin 2014. Elle nous renseigne sur la croissance de l'offre mondiale de pétrole depuis janvier 2005 jusqu'à décembre 2015. Bien sûr, c'est exprimé en millions de barils jour. Et je vous invite à bien regarder la surface en mauve ou en violet, et qui est la part de la croissance de l'offre mondiale de pétrole, la part des États-Unis d'Amérique. Et comme vous le constatez donc sur cette figure, alors que de 2005 pratiquement jusqu'à 2009, il n'y avait pratiquement pas de pétrole de schiste produit et exporté. À partir de 2009, ça commence à s'exprimer et à grossir. Et à partir de 2011, c'est carrément l'explosion. Et donc, à la fin de 2015, la croissance de l'offre mondiale de pétrole, due seulement au gaz de schiste des États-Unis, représente plus du tiers, je dis bien plus du tiers, de l'offre mondiale du pétrole. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? C'est grâce aux nouvelles technologies d'extraction qu'ont pu maîtriser les Américains. Et donc, c'est grâce au progrès technique, c'est le progrès technique qui est responsable de cette abondance de pétrole depuis, donc, qui a commencé à se manifester à partir de juin 2014. La planche suivante nous donne le top 5 des pays qui possèdent donc les réserves de pétrole de schiste en pourcentage des États-Unis. Donc les 5 pays, c'est la Russie qui possède 129% des réserves américaines en pétrole de schiste, la Chine 55%, l'Argentine 47%, la Libye 45%, le Venezuela 22%. Donc les 5 pays à eux seuls totalisent près de 300% des réserves de pétrole de schiste
par rapport à ce que possèdent les États-Unis. Et il faut ajouter qu'aucun de ces pays n'a encore commencé l'exploitation du pétrole de schiste. Et la question que je poserai aussi, c'est qu'en sera-t-il quand on va aussi extraire du gaz de schiste dont les réserves sont encore beaucoup plus importantes. Donc, si vous voulez, ce contexte international, c'est lui qui a été à l'origine des conséquences qu'on va voir maintenant sur le contexte national. Alors, j'ai pris 3 années de référence, 2013, 2014 et 2015. Pourquoi ces 3 années? Parce que la rupture s'est produite en 2014, en juin 2014. Donc, en 2013, le prix du pétrole brut était presque de 110 dollars le baril. 108,971 ou 109, c'est presque 110 donc dollars le baril. En 2014, donc c'est la moyenne annuelle, il est descendu à 100 et en 2015, il a chuté à 53 dollars. C'est une chute de plus de 50% par rapport à 2013. Et aujourd'hui encore, le prix ne s'est pas relevé et la dernière référence du prix du Brent que j'ai consulté, elle date du 5 mai, il était en dessous de 50 dollars le baril. Et bien entendu, ça a eu aussi des conséquences sur nos réserves de change. Donc déjà de 2013 à 2015, il y a eu une baisse d'un quart de nos réserves de change. Voilà. Et il faut rappeler qu'en 2013, donc juste avant le début de la crise, les hydrocarbures représentaient en Algérie 98% de nos exportations, représentaient encore 2/3 du budget de l'État et 1/3 du produit intérieur brut. Et donc, j'ai rappelé aussi que c'est en 2014 qu'il y a eu rupture, plus précisément en juin, où le prix est descendu donc, de 111 jusqu'à 62 en décembre. 111 en juin à 62 en décembre, soit une baisse de 44%. Ça a influé bien évidemment aussi sur nos exportations. Les exportations, comme vous le voyez dans ce tableau, sont quasiment donc composées d'exportations des hydrocarbures. Là, les exportations totales ont chuté de 64 milliards de dollars à 34 milliards en 2015, donc 64 en 2013, 34 en 2015, une chute de 30 milliards de dollars. La cause, c'est bien entendu la part des hydrocarbures qui a chuté de 63 milliards de dollars en 2013 à 33 milliards en 2015. Vous voyez, les exportations hydrocarbures ne représentent pas grand-chose, c'est à peine 1 milliard. Elles sont montées légèrement, donc à 1,5 milliard, on va dire, 1,5 milliard, mais ça reste encore très marginal. Les importations, quant à elles, alors que les exportations ont chuté de 30 milliards, les exportations se sont quasiment stabilisées. Elles se sont à peine réduites de 2 milliards entre 2013 et 2015. Ça a impacté aussi les soldes de la balance des paiements. La balance commerciale qui était excédentaire de presque 10 milliards en 2013 est devenue déficitaire de 18 milliards de dollars en 2015. Le solde courant est passé de 1 milliard en 2013 à moins 27 milliards en 2015. Le solde global, qui était quasiment à l'équilibre en 2013, a chuté à moins 27 milliards de dollars. Ça a impacté également les recettes et les dépenses de l'État. Donc, comme on voit, les recettes budgétaires, elles étaient de 5 900 milliards de dinars. En 2013, elles ont chuté à 5 100. Et les recettes des hydrocarbures sont la cause principale. Elles sont passées de pratiquement 700 700 milliards de dollars à 2 300 milliards de dollars. C'est une chute de 35% en 2015 par rapport à 2013.
Ça a impacté également le Fonds de régulation des recettes. Donc, le Fonds de régulation des recettes, c'est le fameux fonds qui a été institué pour justement lisser un peu la volatilité du prix du pétrole. Donc, quand ça dépassait un certain seuil, on le mettait dans cette cagnotte et on puisait de cette cagnotte dans les années de vache maigre pour financer le déficit public. Et là, alors qu'en 2013, on a puisé 70 milliards de dinars, en 2015, on a puisé 2336 milliards de dinars. Le solde global du Trésor s'est creusé, il est passé de moins 143 milliards de dinars à moins 2621 milliards de dinars. L'inflation, le chômage, le taux de change ont aussi été impactés, ils ont tous été dégradés, comme vous le voyez pour l'année 2015, et le dinar s'est déprécié de 26,5% par rapport au dollar américain en 2 ans. Voilà, donc c'est dans ce contexte, aussi bien international que national, donc, qui est une conséquence du contexte international, c'est dans ce contexte de crise que le gouvernement algérien a adopté le 26 juillet 2016 un nouveau modèle de croissance économique qui s'appuie d'une part sur une nouvelle trajectoire budgétaire 2016-2019 et d'autre part sur une perspective de diversification et de transformation de l'économie à l'horizon 2030. Donc, je vais maintenant vous présenter ce modèle. Dans son volet budgétaire, le nouveau modèle met en exergue trois objectifs à l'horizon 2019 et dans son volet diversification et transformation de l'économie, il définit 6 objectifs cibles à atteindre sur la période 2020-2030. S'agissant du volet budgétaire, on va d'abord parler du cadrage macroéconomique 2017-2019. Donc là, il y a une petite nouveauté qui a été introduite. Avant, le cadrage budgétaire se faisait annuellement. Et là, donc, on l'a fait sur 3 ans, 2017-2019. Et donc, ce modèle a 2 scénarios, un scénario dit bas et un scénario plus optimiste que je vais vous présenter après. Le scénario dit bas, sans ajustement budgétaire, prévoit un prix de pétrole à $40 en 2017, 45 en 2018 et 50 en 2019. Et il prolonge la tendance actuelle d'évolution de la dépense publique dans son volet, surtout fonctionnement. Les résultats de ce scénario affichent une aggravation des déficits du Trésor, donc une accentuation de l'endettement interne, et une détérioration du solde de la balance des paiements. Il s'agit là de la réduction de l'encours des réserves de change, donc pour la fin de période 2019. Le scénario de stabilisation, donc le scénario un peu plus optimiste que le précédent, il prévoit sur 2016-2019 l'évolution des prix du baril de pétrole algérien à $50 en 2017, 55 en 2018 et 60 en 2019. La progression des recettes fiscales de 11% par an en vue de couvrir les dépenses de fonctionnement à hauteur de 84% en 2019 contre 47% seulement en 2014. Et puis, ce scénario prévoit aussi la stabilisation des dépenses budgétaires, aussi bien de fonctionnement que d'équipement, à un montant global de 7 000 milliards de dinars par an en termes de décaissement. Les résultats de ce scénario affichent en 2019 des soldes du Trésor de moins 1,9% du PIB et de la balance des paiements plus 2,2 milliards de dollars, donc plus soutenable. Ces résultats écartent le risque d'une aggravation de l'endettement, aussi bien interne qu'externe, tout en concourant à un confortement des réserves de change en maintenant les 27 mois d'importation actuels. Pour les 2 scénarios, il est maintenu sur la période donc 2016-2019 les niveaux de change à 108 dinars pour $1. Donc on suppose que
le dinar algérien ne va pas se déprécier plus que ça, et on a maintenu un niveau d'inflation à 4%. Et on sait que ça commence déjà à être plus important que ça pour le taux d'inflation. Alors, pour les objectifs cibles, ce modèle prévoit 3 objectifs. D'abord, donc, pourquoi on a fait tout ça? 1, pour améliorer les recettes de la fiscalité ordinaire, de sorte qu'elles puissent couvrir au moins l'essentiel des dépenses de fonctionnement. Une réduction sensible du trésor public, donc qui commence à un peu s'aggraver, et une mobilisation de ressources additionnelles nécessaires sur le marché financier interne. Et là, donc, la bourse d'Alger sera sollicitée fortement. Voilà. Pour les réformes envisagées du cadre et de la politique budgétaire, donc, il est envisagé une série de réformes, parmi lesquelles une réforme du cadre fiscal, une réforme du cadre institutionnel, une réforme de la fiscalité, une rationalisation des dépenses publiques et une refonte du fonctionnement des grandes entreprises de réseau, eau, électricité, gaz, etc. Quand on dit refonte du fonctionnement de ces grandes entreprises, il faut savoir qu'aujourd'hui, leurs investissements sont financés totalement par l'État. Donc, il est prévu de revoir le mode de financement. Donc, ces entreprises recherchent de nouveaux modes de financement ou de nouvelles modalités de financement. Il est aussi admis que ces grandes entreprises de réseau vendent à perte leurs produits. Donc, il est prévu des augmentations de tarifs. Il y en a déjà qui ont déjà eu lieu et ça va continuer donc, sur les prochaines années. Pour le volet diversification et transformation de l'économie, 3 phases de croissance sont retenues. Il y a la phase de décollage 2016-2019 qui sera marquée par une évolution de la part des secteurs dans la valeur ajoutée vers leur niveau cible. Donc, il est attendu de tous les secteurs qu'ils se dynamisent ou redynamisent pour améliorer leur valeur ajoutée, j'allais dire. Il y a la phase de transition 2020-2025 qui permettra la réalisation du rattrapage de l'économie, donc selon les concepteurs du modèle, et la phase de stabilisation ou de convergence pour la période 2026-2030, à la fin de laquelle l'économie nationale épuisera son potentiel de rattrapage et les différentes variables de l'économie convergeront vers leur valeur d'équilibre. Les objectifs cibles, donc sur le plan de la transformation structurelle de l'économie, il y a 6 objectifs qui sont ciblés. Le premier, c'est une trajectoire soutenue de croissance du PIB hors hydrocarbures de 6,5% sur la période 2020-2030. Une élévation sensible du revenu du PIB par habitant qui devrait être multiplié par 2,3 et un doublement de la part de l'industrie manufacturière qui aujourd'hui tourne autour de 5%. On voudrait l'étendre à 10% du PIB à l'horizon 2030. Il est attendu aussi une modernisation du secteur agricole, une transition énergétique et une diversification des exportations. Voilà donc pour les objectifs cibles. Pour les principes d'action, donc les concepteurs du modèle en ont retenu 3. D'abord, comme je venais de le signaler déjà, la dynamique des secteurs est requise. L'évolution aussi requise du régime d'investissement, donc le régime d'investissement est appelé aussi à évoluer, et puis la solvabilité externe. S'agissant de la dynamique des secteurs, l'objectif pour l'industrie hors hydrocarbures visera, comme je l'ai signalé,
à atteindre 10% dans la valeur ajoutée totale à l'horizon 2030. Les autres secteurs devront également connaître une croissance moyenne soutenue de 6,5% par an pour l'agriculture et de 7,4% pour les services marchands. La croissance des services de connaissances sera de 1,7% en moyenne sur la période. Pour le régime de l'investissement, il est attendu une libéralisation de l'investissement, une politique de transfert technologique, une réallocation de l'investissement en faveur du secteur hors énergie, une réallocation de l'investissement des administrations vers les entreprises et une amélioration de la productivité globale des facteurs. Bien entendu, j'aimerais commenter chacun de ces points. Bon, je peux les laisser revenir dessus dans le débat, mais par exemple, s'agissant de la libéralisation de l'investissement, donc après avoir parcouru le document, il reste encore des zones d'ombre, il reste encore des zones de flou, notamment par rapport à l'investissement direct étranger. Est-ce que, par exemple, on va abolir la règle 51-49 ? Quand on parle de la libéralisation de l'investissement, où on est carrément dans la libéralisation, où on reste dans les schémas anciens avec l'intervention étatique. S'agissant aussi de la politique de transfert technologique, je ne vois pas comment les grands groupes internationaux, les grands groupes industriels mondiaux vont comme ça, par miracle, accepter de nous transférer la technologie. Et là, ça me fait penser, par exemple, à la Chine, qui hier a fait voler son premier avion. Je me rappelle quand, il y a quelques années, la Chine a signé, après avoir d'abord négocié âprement avec Boeing et Airbus, la Chine a choisi en fin de compte Airbus, mais la pierre d'achoppement des négociations, c'était quoi? Je vous passe une commande de 200 avions, mais vous allez fabriquer une bonne partie de ces avions chez moi, en Chine, dans mon pays, et avec un transfert technologique à la clé. Donc, le transfert technologique, ça se négocie avec des arguments de poids. Une réallocation de l'investissement en faveur du secteur hors énergie. Là, bien sûr, il s'agit plutôt de l'investissement étatique. Donc, il est demandé à l'investissement étatique de se réorienter plutôt vers le hors énergie. Une réallocation de l'investissement des administrations vers les entreprises, c'est du même registre que le précédent. Et l'amélioration de la productivité globale des facteurs. Aussi, ça fait des années depuis qu'on en parle, ça ne s'est pas produit, donc comment est-ce que ça peut se produire par miracle comme ça dans les prochaines années? Pour la solvabilité externe, elle implique deux choses. La mise en place d'une politique soutenue d'efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables, donc pour dépendre moins des exportations des hydrocarbures, et l'accélération du rythme des exportations aux hydrocarbures, agriculture, industrie, services, etc. Et là aussi, il faut négocier âprement ces parts de marché sur les marchés mondiaux. Les recommandations qui sont données dans le document, elles pourraient être rappelées autrement, parce qu'on le sent quand on lit le document qu'il y a quand même, c'est des recommandations, en même temps c'est des préalables. Pour réaliser ce modèle, voici les préalables, voici les conditions qu'il faut d'abord réaliser. Et parmi donc, ces préalables, il y a la stimulation de la création d'entreprises en Algérie. Donc tout le monde sait que le climat des affaires en Algérie est exécrable. Le dernier classement de la Banque mondiale nous classe à la 156e place sur 190 pays. Et ça fait des années depuis que nous parlons d'amélioration du climat des affaires, ça ne bouge pas. Et je parle en connaissance de cause parce que moi-même j'ai contribué
dans ce comité dédié au climat des affaires. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Si vous me posez la question, ou si vous voulez, je vais les développer par la suite. Il y a le financement de l'investissement, donc, qui doit sortir un peu du financement qui provient de la rente, donc rechercher d'autres sources de financement. La politique industrielle et la diversification. Là aussi, on sait qu'il y a eu plusieurs tentatives d'abord d'élaboration, puis d'application de stratégies industrielles ou de politique industrielle ou de politique de relance industrielle. Et à chaque fois, ça coince, donc il y a des problèmes. Ces stratégies, ces politiques de relance sont à chaque fois bloquées. Donc il faut se poser la question pourquoi. Il y a la territorialisation du développement industriel. Là, c'est un peu donc répartir les investissements d'une manière un peu équitable sur les territoires. Il y a la sécurité et la diversification énergétique. Il faut penser donc à notre propre sécurité énergétique, d'abord parce que la consommation algérienne d'énergie a explosé et au train où on va, donc si on ne fait pas des économies d'énergie, si nous ne recherchons pas d'autres sources de diversification des énergies, donc nous-mêmes nous serons confrontés à un problème, en plus du fait que l'énergie constitue la source donc de nos recettes d'exportation. Et puis, il y a la gouvernance du nouveau modèle de croissance économique. Donc voilà, le modèle, il est là. Maintenant, bien sûr, pour le mettre en application, il faut la bonne gouvernance. Et là, donc, les concepteurs du document posent aussi comme préalable cette gouvernance du nouveau modèle de croissance. Je fais une remarque personnelle. Donc, le document ne nous indique pas le système économique que nous quittons, ni celui vers lequel nous souhaitons converger. Bon, il y a des raisons à cela, on peut en parler. Avant de vous parler des limites, à mon sens, ou de critiquer ce nouveau modèle de croissance économique, on va donc passer en revue quelques repères théoriques et historiques. Le premier repère donc, que je vais citer, c'est le capitalisme d'État. Donc, c'est quoi le capitalisme d'État? Il désigne un système économique dans lequel l'État contrôle une part essentielle du capital, de l'industrie et des entreprises. Donc, c'est un concept développé par Mikhail Bakounine. C'est un système dirigiste où les moyens de production sont la propriété de l'État ou soumis à ses directives. Parfois, ils se révèlent détenus, privatisés ou contrôlés par une classe privilégiée de la population, celle qui monopolise le pouvoir. C'était le cas de l'Algérie dans les années 70-80, et il y a un excellent ouvrage de Rafino et Jacquemot, donc, qui parle du capitalisme d'État en Algérie, donc, qui a étudié le capitalisme d'État en Algérie durant ces décennies 70 et 80. Le consensus de Washington. Donc, c'est quoi le consensus de Washington? C'est un corpus de mesures d'inspiration libérale appliquées aux économies en difficulté face à leur dette extérieure, par la Banque mondiale et le FMI et soutenu par le Trésor américain. Il reprend les idées présentées en 1989 sous la forme d'un article par l'économiste John Williamson soutenant 10 propositions. Les 10 propositions sont connues, c'est celles qu'on nous a administrées dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Donc fortement inspiré de l'idéologie de l'école de Chicago, dont le chef de file est, on le sait, Milton Friedman. Donc c'était le programme d'ajustement structurel suivi par l'Algérie sous la tutelle du FMI de 1994 à 1998. Économie de transition. C'est quoi une économie de transition? C'est une économie anciennement planifiée, ayant amorcé un passage vers l'économie de marché, et où l'État a perdu une grande partie de son rôle dans la production. L'entrepreneuriat privé a été mis en place. 2 approches existent sur les modalités
de transition. Donc il y a l'approche dite thérapie de choc, dont les partisans sont entre autres Jeffrey Sachs, et il y a l'approche des institutionnalistes ou gradualistes, je cite comme ça Stiglitz, prenant une transition progressive après mise en place des institutions nécessaires. On sait par exemple que les ex-pays soviétiques, les ex-économies de l'Est, qui ont fait leur transition vers l'économie de marché, certaines ont choisi la thérapie de choc et d'autres une transition un peu plus progressive. Pour ce qui est de l'économie algérienne, c'est une économie en transition depuis 28 ans. L'État rentier et l'économie rentière. Donc, c'est quoi un État rentier? C'est quoi une économie rentière? Un État rentier, c'est un État qui tire la majeure partie de son revenu national d'une rente provenant des ressources indigènes, pétrole par exemple, et vendue à des clients externes. Donc, c'est ce qu'a développé Hussein Mahdavi. Par cela, l'économie rentière n'est pas basée sur la création de valeur qu'une économie industrielle pourrait réaliser. Tous les processus de fabrication ou de création de valeur par transformation ne sont pas applicables à une économie rentière. Donc, c'est le cas de l'État algérien et de l'économie algérienne depuis un demi-siècle. L'économie sociale de marché. Donc, c'est quoi l'économie sociale de marché? C'est un système économique fondé sur le capitalisme de marché, inspiré par les idées de la social-démocratie et développé par Konrad Adenauer, donc, qui a été chancelier ouest-allemand, et il l'a appliqué à l'Allemagne de l'Ouest. Ce système s'oppose à l'économie planifiée, à l'économie de marché complètement libre et à l'économie mixte. Il se caractérise par une croissance élevée, une faible inflation, un faible chômage, de bonnes conditions de travail et une protection sociale. On appelle aussi les économies appliquées dans les pays scandinaves des économies sociales de marché. Généralement, elles sont taxées de cette étiquette. Alors, ce modèle, bien entendu, nous aurions aimé que ce soit le cas de l'Algérie, mais ce n'est pas le cas. L'économie de marché, c'est quoi l'économie de marché? Alors, le terme économie de marché n'existe pas scientifiquement. On ne parle pas d'économie de marché dans les manuels de grands économistes qui existent. On parle de capitalisme, on parle d'économie centralement planifiée, mais pas d'économie de marché. Mais c'est un concept qui a été admis dans le langage parlé et que tout le monde a admis et dont on parle. C'est un système où les décisions de produire, d'échanger, d'allouer des biens et services rares sont déterminées majoritairement à l'aide d'informations résultant de la confrontation de l'offre et de la demande, telle qu'établie par le jeu libre du marché sans intervention de l'État. Cette confrontation détermine les informations de prix, mais aussi de qualité, de disponibilité. Ce n'est pas encore le cas de l'économie algérienne. Alors, pourquoi je vous cite tout cela? Je reviens un petit peu à ma première planche. Donc là, j'ai fait une remarque. Le document ne nous indique pas le système économique que nous quittons, ni celui vers lequel nous souhaitons converger. Donc, malin celui qui pourra me dire dans quel système économique nous évoluons et vers lequel nous convergeons. C'est un système un peu patchwork où on a un peu de tout, donc un peu d'économie de marché, un peu d'économie étatique, doublé par une économie parallèle. Et le fait de ne pas dire dans quel système nous étions et vers lequel nous souhaitons converger rend un peu flou en quelque sorte le nouveau modèle qui a été décliné et vers lequel nous voulons aller. Et je devine un peu le malaise des concepteurs de ce nouveau modèle qui n'ont pas eu le courage ou le mandat de le nommer. Alors, maintenant, donc après vous avoir parlé du contexte,
vous avoir signalé quelques repères théoriques et historiques, on en arrive aux limites ou aux défis, si vous voulez, auxquels sera confronté ce nouveau modèle de croissance économique. Bon, la première chose que nous pouvons relever, c'est que la crise n'a pas été anticipée, voire ignorée au début. C'est-à-dire peut-être, je dis bien peut-être, qu'on n'a pas voulu ou cherché à l'anticiper. Et ce, malgré les leçons de la crise de 1986, dont les conséquences, on le sait, ont été dramatiques pour l'Algérie, la récession de 2009, qui a constitué une alerte, et la quasi-totale dépendance de l'économie algérienne aux hydrocarbures et les mises en garde répétées des experts algériens et internationaux. Il a été observé une absence de volonté politique à engager les réformes structurelles de la part de la classe dirigeante, privilégiant l'exportation des hydrocarbures et les importations à l'investissement et à la production locale. Parmi les autres défis, donc au-delà du volet budgétaire, d'apparence plus facile à mettre en œuvre sur le plan technique, parce que c'est quoi le volet budgétaire ? Il faut augmenter les impôts, il faut augmenter les taxes, diminuer les réductions d'impôts qu'on accordait aux entreprises ou supprimer les exonérations d'impôts qu'on accordait aux entreprises. Donc d'apparence, il est plus facile à mettre en œuvre sur le plan technique, mais qui risquerait tout de même d'être confronté à des résistances lorsque ces effets ne pourront plus être supportés par la population. Le volet diversification et transformation de l'économie sera encore plus difficile à mettre en œuvre, de mon point de vue, en raison des difficultés et des délais nécessaires, d'abord à l'achèvement des réformes systémiques longtemps retardées, la transformation structurelle de l'économie dans un contexte de pénurie de capitaux ou de difficultés financières, la mutation institutionnelle indispensable, incluant un choc de simplification des procédures, délais et coûts dans le domaine du climat des affaires. Sur un plan plus technique, les simulations des experts ayant élaboré le document donnent une trajectoire soutenue de croissance du PIB aux hydrocarbures de 6,5% par an sur la période 2020-2030. D'abord, d'où est tombé ce chiffre ? Pendant longtemps, on a parlé de 7%. Pourquoi 7% d'abord ? En fait, on a étudié les économies émergentes, les économies dites émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, voire l'Afrique du Sud, et on a constaté que ces économies-là ont, pendant plusieurs années, réalisé des trajectoires de croissance supérieures à 7%. Donc on s'est dit, pour qu'on devienne une économie émergente, il faut viser ce taux de croissance. Dans les simulations, donc dans les projections, dans les projections, il a été descendu d'un demi-point. Encore une fois, je reste pessimiste et je maintiens ce que j'ai dit au début quand j'ai annoncé le titre, en disant que la croissance économique ne se décrète pas. On met en œuvre des conditions favorables, on lui met en place des conditions favorables pour son épanouissement. Ensuite, elle est là ou elle n'est pas là. Au-delà du fait de savoir donc que la croissance économique ne se décrète pas, il faut ajouter que les institutions internationales telles que la Banque mondiale et le FMI révisent tous les 3 mois leurs prévisions de croissance, d'autant plus que la croissance dépend d'une multitude de facteurs, tant endogènes qu'exogènes à une économie. Enfin, le dernier, mais pas des moindres, le nouveau modèle de croissance économique doit s'inscrire d'une part dans un système économique à identifier et à nommer
chaque système économique étant régi par ses propres lois de fonctionnement. Et d'autre part, dans le cadre de réformes plus globales, incluant celles de la politique, l'administration, la justice, l'éducation et la santé, entre autres. Voilà, et je vous remercie de votre attention.